Salut, c'est Christine de la chaîne Fil de Cristal et aujourd'hui, on se retrouve pour la 100e vidéo de la chaîne YouTube. Je sais que généralement, les gens, ils vont plus fêter, mettons justement leur 100e abonné ou justement plus au niveau du nombre d'abonnés, mais je trouvais ça plus intéressant de faire quelque chose de spécial pour cette 100e vidéo et de faire une FAQ, donc de répondre à vos questions. Donc autant sur YouTube, dans les publications, j'ai posé la question quelles seraient vos questions. J'ai également fait en story sur Instagram, j'ai posté sur Facebook. J'ai été gratouiller un peu partout des questions et réponses. Ben, pas de réponses, c'est moi qui vais vous les dire, mais des questions que vous aviez sur, que ce soit ma chaîne, sur le crochet, sur mes costumes, sur le jeu de rôle. Bref, tout ce qui entoure Fil de Cristal. Et voici la compilation. Donc, je ne vais pas mentionner le nom des gens à chaque question parce que j'ai reséparé les questions par catégorie. Il y a eu aussi, je pense, 2 fois, il y avait des gens qui ont posé des questions qui se ressemblaient, donc je les ai regroupées ensemble. Par contre, dans la description, je vais avoir mis le nom des personnes, taguer leur chaîne s'ils ont une chaîne YouTube ou page Instagram. Tout va être dans la description si vous voulez aller les voir. Donc, il va y avoir un timelapse pour les différentes catégories, donc crochet, cosplay, jeu de rôle, puis variant à la fin. Donc ça aussi, si vous voulez sauter pour différentes catégories, ou si vous ne voulez pas écouter la vidéo tout en entier, mais au moins vous pourrez avoir différentes sections à écouter séparément et plus facile de retrouver où vous étiez rendu à ce moment-là. Donc, on y va tout de suite avec crochet! Donc, depuis quand crochais-tu? Comment as-tu commencé? Donc, j'ai commencé à crocheter dans les années 90, entre 95 et 97. Je me souviens pas exactement la date, mais c'est dans ce laps de temps-là. Donc, j'avais la mère de mon meilleur ami qui faisait partie du cercle des fermières. Et c'est elle qui m'a appris à faire le crochet. Donc, elle m'a donné un restant de bobine de fil à crochet, un crochet 2 mm, un livre d'instructions avec quelques patrons dedans. Que c'était surtout pour faire des centres de table en dentelle ou des pieds de table, des petites des nappes, mais tout de façon très délicate et tout ça. Donc, j'ai encore le premier projet que j'ai fait, que vous allez voir, qui est un fil qui changeait de couleur en plus, qui n'est pas nécessairement le plus facile quand tu commences. Donc, c'est un rond de serviette. Donc, normalement, c'est moins commun aujourd'hui d'avoir ça, mais les serviettes de table qui étaient en tissu souvent étaient roulées, puis il y avait un rond de serviette pour faire joli, pour le maintenir roulé à la place. Puis ça pouvait être de différentes couleurs pour identifier des espaces et tout ça. Donc c'est vraiment... c'est le premier projet. Tu sais, je vois des erreurs dedans, mais c'est pas grave, là, c'est la première chose que j'ai faite. Je pense qu'on peut quand même voir pas si mal la petite fleur qui est sur le devant, quand même très jolie. Même si c'est pas des couleurs que j'aime, mais tu sais, c'est ce que j'avais. Je vais le donner, on ne regarde pas la bride. Donc voilà, ça m'a permis de pratiquer. Ça m'a donné un peu la piqûre d'essayer de plus. Mais c'est sûr que quand t'es adolescent, faire des sondes de dentelle en nappe, des nappes de dentelle, puis des choses comme ça, c'est pas les trucs les plus intéressants qui soient. Le livre d'instruction, j'avais retenu le livre par après, j'en ai trouvé un autre. Je pense que c'était dans un sous-sol d'église, une genre vente de livres, quelque chose du genre. Et il y avait plein d'instructions dedans sur faire différents types de points, faire des carrés pour après ça faire comme soit une nappe ou un centre de table, des choses comme ça. Mais c'était toutes des affaires très très délicates. Donc, c'est pas nécessairement qu'est-ce qui donne l'intérêt de vouloir continuer. Puis dans ces années-là, l'Internet, c'était les balbutiements de l'Internet. Puis c'est pas là qu'on allait rechercher des vidéos sur comment crocheter ou des patrons en ligne ou quoi que ce soit. C'était vraiment... c'était pas ça qu'on trouvait en ligne. Donc, c'était limité qu'est-ce que j'avais comme ressources à ce moment-là. Donc, c'est vraiment plus vers 2010, je crois, où j'ai arrêté dans un dépanneur pour aller me chercher un petit croissant pour déjeuner. Et il y avait, dans la section revue, où est-ce qu'il y a des magazines 7 jours et tout ça, il y avait le catalogue Hachette qui venait de sortir Crochet Facile. Puis c'était le premier fascicule. Donc, j'ai fait, je vais l'essayer pour voir si je suis capable de rembarquer un peu dans le bain. J'en avais fait continuer un petit peu de temps en temps, mais j'avais vraiment rien fait de plus. Puis il y avait comme 2 couleurs de balles de laine, un crochet, puis à chaque fascicule, tu faisais un carré pour finir par faire une couverture. Je pense que j'ai acheté comme 10 ou 12 fascicules de la collection.
Et dedans, à un moment donné, il y avait des gants sans doigts que j'ai trouvé vraiment intéressant. J'ai fait vraiment plein de fois ce modèle-là. Vous allez voir une petite photo ici que je vous mets de ceux que moi j'ai fait. Et après ça, j'ai un ami qui m'a parlé d'amigurumi. J'ai fait des recherches là-dessus, puis je suis tombée en amour avec ça. Donc là, c'était beaucoup plus facile de trouver des choses en ligne. J'avais quelqu'un que je connaissais qui en faisait aussi. Donc j'ai appris, j'ai découvert des livres de crochet là-dessus. Fait que ça, c'est toutes des choses comme ça que ça a fait un effet boule de neige et que ça l'a continué. Donc ça, c'est comme ça que j'ai commencé puis que j'ai découvert le crochet. Qu'est-ce que je préfère crocheter? Ben, je pense que vous vous en doutez, j'adore faire des peluches, hein, beaucoup. Si je vais vraiment plus précis, j'aime vraiment beaucoup faire des poupées, mais vraiment beaucoup. Et j'en fais presque pas, en fait. On dirait, tu sais, j'aime faire des choses très, très variées, mais j'aime vraiment faire des poupées. Puis une des choses que j'aimerais faire, c'est justement une espèce de collection où est-ce que les gens peuvent prendre la petite poupée puis choisir différents habits indépendamment de la poupée, non pas que ce soit genre one fit, puis c'est ce qui est habillé, c'est ce qu'ils peuvent pouvoir choisir. Je pense que ce serait quelque chose que moi, je trouverais ça hyper intéressant. C'est quelque chose que j'ai remarqué souvent quand que les gens achètent, mettons, des poupées, puis je parle pas juste au crochet, là, mettons, tu vas Walmart ou n'importe où qui vendent des jouets, t'as la poupée, elle a déjà son habit. Tu peux acheter du linge à part, mais elle a déjà son habit. Là, j'aimerais ça vraiment que, ben, il y aurait comme un petit panier où est-ce que, ben, t'as la poupée tout nue, puis tu peux choisir un set de vêtements, puis ça, c'est ton prix. Puis si tu choisis plus de sets de vêtements, ben là, il y a un prix juste pour un set de vêtements aussi. Puis pour vrai, ça, c'est quelque chose que je pense qui est encore plus intéressant. Fait que ça, c'est une des choses, j'aimerais ça faire plus de poupées. Ça veut pas dire que je vais arrêter de faire des créatures fantastiques parce que j'aime ça aussi faire des créatures fantastiques. Mais c'est ça, c'est pas mal dans les choses que j'aime le plus faire. Des fois, j'ai besoin de faire des trucs plus simples aussi ou que j'ai pas besoin de réfléchir parce que ça prend beaucoup de réflexion faire des amigurumi à cause des augmentations, diminutions, les différents morceaux. Donc des fois, j'ai besoin de faire des trucs comme plus l'esprit libre, si on pourrait dire. Fait que souvent, dans les vêtements, c'est là que je vais aller rechercher les châles, les vestes que je vais faire ou même les costumes. Je vais avoir des parties où est-ce que faire une manche qui n'a pas d'augmentation, ben, tu tournes en rond, puis c'est tout. Tu n'as pas besoin de réfléchir plus que ça. Fait que ça, des fois, ça me permet de comme décoller mon esprit. Puis ces derniers temps, j'aime beaucoup, beaucoup faire des styles fidget, donc des choses qui peuvent se déplacer, soit avec des billes, soit de la façon qu'ils se manipulent. Ça, c'est quelque chose que j'ai commencé à trouver ça super intéressant à faire, surtout que j'ai déjà l'impression que les peluches que je fais, comme les potions ou certaines autres que je fais, que ça a un look très balle anti-stress. Fait que je pense que c'est beaucoup quelque chose que j'aime aller vers. Surtout que j'essaie de créer un univers qui est très cosy aussi, donc je pense que tout ça rentre un peu en ligne de compte dans ce que j'aime crocheter. Quand auras-tu trop de laine et de crochet? Le trop est entre guillemets, puis ça inclut les patrons aussi. Est-ce qu'on peut avoir trop de laine, trop de crochet? C'est dur un peu à dire. Je dirais que c'est sûr que ça, c'est une question qui a été posée par quelqu'un qui n'est pas du tout du milieu du crochet, mais qui trouvait ça vraiment très drôle. Puis effectivement, est-ce qu'on peut en avoir trop? Je pense que souvent, on va dire, c'est pas qu'on a trop de laine, c'est qu'on n'a pas assez d'espace pour la ranger. Je pense qu'il y a aussi différentes choses. Souvent, crocheter et avoir de la laine, c'est comme deux passe-temps différents. Il y en a qui vont vraiment acheter de la laine, puis au principe que c'est une collection. C'est un peu moins mon style. J'essaie de, quand j'en achète, de vraiment avoir un projet ou les utiliser, même si c'est pas dans les médias. Je sais pourquoi moi je l'ai utilisé. Je sais que c'est pas toujours le cas de tous les crocheteurs. Dans le fil que j'utilise le plus régulièrement, ça m'est arrivé souvent d'en acheter beaucoup parce que je voulais avoir toutes les couleurs possibles de ce coloris-là, de cette sorte-là, pour que si j'ai un projet à faire, ben, je puisse avoir déjà la couleur en main. Personnellement, pour ranger, je vais mettre une photo ici. J'ai une grosse Kallax qui est 5 cases par 5 cases. Donc, Kallax, c'est un meuble qui se vend chez Ikea. Et j'ai des paniers qui fit parfaitement dedans. Puis de la façon que ça fonctionne, c'est un principe de couleur pour la majorité. Donc si, par exemple, le dauphin bleu, ben c'est du fil bleu qui est à l'intérieur. Donc c'est une façon que j'ai de m'aider à me retrouver. J'ai pas réussi à trouver tous des animaux. Puis il y en a que j'ai laissé à ma fille aussi. Mais puis après ça, j'en ai qui sont comme celui avec les moutons, c'est du fil qui est texturé dedans. Donc il y a d'autres affaires aussi. Puis il n'y a pas que du crochet. J'ai 2 boîtes que c'est du point de croix, parce que je fais également du point de croix,
Fait que tout n'est pas dans cette bibliothèque-là. Il y a d'autres choses qui sont ailleurs aussi, mais j'essaie de tout centrer vraiment dedans. J'essaie de regrouper aussi. Ça dépend des types de fils que j'ai. Je pense pas qu'au niveau de la laine, je pense qu'on en a trop si on l'utilise genre jamais, que c'est vraiment juste cumulé, mais que c'est pas utilisé puis c'est pas utilisable non plus. Si c'est rendu au point où est-ce que c'est emmêlé ou que c'est pas bien entreposé non plus pour éviter que, par exemple, qu'il y ait des bébites qui rentrent à l'intérieur ou que ça se désagrège, quoi que ce soit. Je pense que à ce moment-là, oui, il y a un problème, mais le problème n'est pas au niveau de la laine, le problème est peut-être au niveau de la personne ou de l'environnement. Au niveau des crochets, est-ce que j'en ai trop? Je pense pas. J'ai fait du ménage dernièrement, j'en ai envoyé beaucoup pour se faire transformer. Donc, j'ai ici, ça c'est mes outils. Ben, il y a des crayons aussi. J'ai mes crochets qui sont séparés. J'ai mes plus gros crochets en plastique. J'en ai des très mini en métal. Je pense que j'ai un 1 mm en métal, les plus petits. Non, bon, 1 mm, j'ai été obligée de jeter parce que la pointe avait brisé. Ici, on a un 1,5 mm. C'est vraiment minuscule. Je les utilise pas tant, mais je garde, je me dis, d'un coup, qu'à un moment donné, j'en ai besoin. Mais vraiment, ce que je raffole le plus maintenant, c'est vraiment ces crochets-là qui sont faits par le crochet dingue. Je suis en amour avec ces crochets, j'en ai vraiment tout plein. Ça, c'est mon 3.5. Il y en a, je les connais par cœur, mais il y en a qui ont des petits tags pour me dire c'est quelle grandeur de crochet. Donc, puis j'en ai aussi qui sont comme plus classiques que j'ai gardé aussi. Soit parce que j'ai pas d'autres grandeurs, puis des fois, j'aime bien avoir plus qu'une fois la même grandeur, parce que des fois, je le laisse dans le sac à projet ou je l'emmène ailleurs ou j'en ai un en haut. J'ai toujours un projet en haut, est-ce que justement dans le salon. Fait que je laisse mon crochet là pour éviter de déplacer tout le temps. Donc, puis honnêtement, ce n'est pas tant que ça de crochet parce que j'essaie d'en avoir peut-être dans ceux que j'utilise le plus souvent comme grandeur, d'en avoir 2 ou 3. Puis ceux que j'utilise moins, de l'avoir juste une fois, pour moi, c'est correct. Mais je sais qu'il y en a qui les collectionnent, les crochets, beaucoup plus. Moi, ce que je collectionne, puis c'est pas marqué, c'est des marqueurs de maille. J'en ai... Ça, c'est une partie. Ça, c'est mes gros marqueurs de maille, donc avec vraiment des grosses pinces. C'est beaucoup utilisé pour des gros fils. J'ai une grosse thématique Noël, Halloween et Saint-Valentin aussi, parce que c'est souvent pour des calendriers de l'Avent que je les ai. Mais j'en ai aussi qui sont comme plus classiques, comme ça c'est vraiment plus les de base. J'en ai qui sont avec des clips à pince comme ceci. J'en ai qui sont aussi que c'est style boucle d'oreille, donc c'est vraiment, en fait, c'est vraiment des trucs de boucle d'oreille d'artisanat pour maintenir, pour des plus petits projets. J'en ai plein d'autres ici dans une pochette, qui est une pochette qui sert à ça, mais j'en ai probablement beaucoup trop pour ça. Voilà, ça, j'en ai encore plein là-dedans. Ça, j'ai vraiment une collection parce que j'ai fait beaucoup trop de calendriers de l'Avent. J'en ai acheté aussi séparément dans différents styles. Donc, ouais, ça, j'ai un gros problème au niveau des marqueurs de maille, mais c'est pas mal des choses qui prennent le plus d'espace. J'ai des aiguilles à laine, j'en ai beaucoup aussi parce que justement, c'est le genre de truc que tu perds facilement puis que tu cherches tout le temps. Puis après, ben, il y en a qui sont différentes aussi. Donc, les aiguilles à laine sont un peu plus grosses qu'une aiguille normale. Donc, avec le chat est plus gros. Mais je vais en avoir qui est comme... Justement, je suis en train de la perdre. Donc, elle, que la pointe est un petit peu courbée au bout. Donc, ça fait en sorte que ça rentre plus facilement entre deux mailles, surtout pour les amigurumi, par exemple. Et je dirais que probablement ma plus grosse collection, mais encore là, je considère pas que c'est un problème, je pense pas que j'en ai trop, c'est les patrons. Donc, les patrons, si je regarde par exemple sur mon Ravelry, on va regarder un petit peu. Donc, si je prends mes livres physiques que j'ai à la maison, j'ai 22 livres physiques. Chacun a un nombre de patrons différents. Je pense que celui qui en a le moins, il y en a genre 5 dedans. Puis il y en a un autre qu'il y a plein de combinaisons dedans. Donc, tu peux faire comme une trentaine peut-être de projets parce que c'est des trucs qui font des mix and match. Si je regarde Ravelry, c'est, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est littéralement une bibliothèque. Donc, c'est une bibliothèque de patrons, autant pour les tricots que pour le crochet. Et vous allez voir à l'intérieur, autant qu'il y en a beaucoup qui sont gratuits, autant que vous pouvez en acheter aussi, puis ça vous garde dedans, vous pouvez les classer. C'est vraiment génial. J'ai une playlist complète sur YouTube qui explique comment Ravelry fonctionne, mais je tripe vraiment beaucoup.
Donc, si je regarde dans ma bibliothèque de Ravelry, j'ai 353 patrons. Donc ça, c'est des patrons soit individuels ou il y en a là-dedans que c'est des bundles. Donc, c'est des patrons que j'ai qui sont que j'ai soit achetés ou qui sont gratuits que j'ai mis dans ma bibliothèque de patrons. Donc, quand je vais dedans, ben, il y a des livres aussi que j'ai marqués, mais mettons en patron. C'est ça, patrons PDF qui sont pas les livres, parce que je peux ouvrir acheter les livres par juste avoir une idée de qu'est-ce que j'ai. J'ai 330 patrons qui sont. Donc, j'en ai 165 là-dedans que j'ai acheté. Les autres, c'est soit des patrons qui sont gratuits, que j'ai rajoutés en bibliothèque pour que ce soit plus facile à retrouver le patron. Ou sinon, j'en ai reçu en cadeau aussi. Ça arrive des fois que les designers vont offrir en cadeau, ou soit parce que j'ai testé des patrons. C'est le cas, par exemple, pour Jester Hood. J'ai testé le patron pour Sylvie Damé, puis fait qu'elle m'a donné le patron en échange, puis elle m'a permis d'en choisir un autre que j'ai choisi Tega Hood comme patron. Donc, ça, c'est vraiment, j'en ai vraiment beaucoup, beaucoup. C'est drôle parce que ça fait comme une espèce de petite bibliothèque, puis ça, j'ai comme 8 pages. Ça, c'est dans les premiers soit que j'ai acheté ou j'ai mis en favori. Donc, j'ai vraiment une quantité phénoménale de patrons là-dedans qui sont quand même tous intéressants. Est-ce que je les ai tous faits? Non! Je peux te dire, même là-dedans, il y en a beaucoup que j'ai pas fait. Puis il y en a des fois que c'est juste parce que je trouve le patron trop beau, qui était gratuit, fait que je l'ai mis dans ma bibliothèque. Mais non, c'est ça, il y en a beaucoup, vraiment beaucoup, beaucoup là-dedans. Puis ça, sans compter, j'en ai aussi beaucoup en favoris. Si on regarde en favoris, j'ai 418 favoris. Donc j'en ai encore plus en favoris que j'en ai en bibliothèque. Mais c'est pas grave, c'est correct. Ça prend pas de place parce que ça, c'est des PDF. J'en ai beaucoup qui sont dans mon ordinateur aussi. Puis j'en ai qui viennent de pas nécessairement là parce que j'en ai acheté sur Etsy aussi. Donc je pense pas que je serais capable de savoir le nombre de fichiers que j'ai dans mes patrons. Mon dossier de patron sur ordinateur. Ben, ça dit 2365 fichiers dans 124 dossiers. Mais c'est sûr que j'ai des images aussi là-dedans parce que souvent j'enregistrais le PDF puis l'image correspondante pour me donner une idée de c'est à quoi qu'il ressemble le patron. Fait que j'avais le PDF avec l'image à côté. Fait que, mettons, on va y aller, on va arrondir à 1000. Fait que j'ai probablement 1000. Mais ça inclut les 300 kicks probablement aussi. Fait que j'ai quand même vraiment beaucoup de patrons là-dedans. Fait que ouais, j'ai vraiment beaucoup, 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 beaucoup trop de patrons probablement. Euh, donc, ensuite, prochaine question. Fait que non, on peut pas en avoir trop. Je pense que c'est vraiment... L'important, c'est qu'on ait du plaisir. Je pense que c'est ça, puis qu'on dépasse pas un budget non plus. Je pense que si t'es en train de te ruiner pour ça, je pense que là, il y a un problème aussi. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire une chaîne YouTube sur le crochet? C'est une excellente question. Je pense que j'ai commencé en 2018, si ma mémoire est bonne. Donc, 2018. Si je regarde, mettons, sur ma page YouTube, j'ai encore la première vidéo qui est disponible. Donc, ça, vous avez les vidéos. On va aller dans la section vidéo. Les plus anciennes. Donc, oui, on a la première qui date il y a 9 ans. Je vais l'arrêter pour pas avoir trop... La vidéo est vraiment horrible au niveau visuel et son. Je l'ai réécoutée dernièrement juste pour avoir une idée. Donc, elle a été en 2016! Ok, c'est plus vieux que je pensais. Le 1er février 2016 que j'ai fait ma première vidéo qui est Initiation au crochet où, grosso modo, c'est juste mes mains. On entend ma voix avec mes mains. J'avais la caméra qui était... C'est ma table de cuisine. J'avais la caméra qui était setupée, qui faisait comme un plan vers mes mains. Puis je parle au-dessus, par-dessus en même temps. C'était un one-shot. Il n'y a aucune modification, c'est pas rajouté. C'est un one-shot. Puis je l'ai filmé, puis je l'ai mis directement. Puis dans le fond, je montre mon coffre à outils avec quelques-uns de mes crochets, mes ciseaux, qu'est-ce que j'ai dedans, un peu de conseils, puis je pense que je parle un petit peu des balles de laine, mais je fais une autre vidéo sur les balles de laine. Donc c'est une vidéo qui faisait 8 minutes 55. Puis, si on regarde la description, voici le premier vidéo de fil de cristal. Avec une demande augmentée d'en connaître plus sur le crochet et ses techniques, je vous présente ces courtes vidéos en français
sur le crochet et ses techniques. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires vos questions et suggestions. Et c'est pour ça, en fait, c'est qu'il y avait très, très, très peu de vidéos en français sur le crochet. Donc, j'ai voulu créer des vidéos qui expliquaient justement les outils, les balles de laine, comment lire une étiquette de la balle, les informations qui sont dessus, les crochets, puis après ça, comment on fait les différentes mailles. Puis j'ai carrément une playlist. Il y a certaines vidéos que j'ai enlevées parce que j'ai refait les vidéos par la suite. Si on regarde crochet 101, donc c'est la playlist crochet 101. Techniquement, si vous êtes sur mon YouTube, vous allez voir moins de playlists que ça parce que là, c'est sur mon compte, fait que moi, je vois ceux qui sont aussi en non répertoriés. Mais c'est ça, donc comment faire un cercle magique, 2 versions différentes, comment faire des chaînes dans l'air, le maille serré. Puis une des choses que je voulais faire, c'est de marquer aussi les points en anglais, US et UK, parce que les termes ne sont pas les mêmes. Parce que ça arrive souvent qu'on lit des patrons en anglais, même si on est francophone. Donc, je trouvais ça important de mettre le terme en français, en anglais, puis UK aussi, dépendamment. Parce que moi, ça m'est arrivé de me faire avoir avec un patron qui était écrit en anglais britannique. Et c'est qu'il y a des points qui sont le même nom, mais qui correspondent pas au même point. Fait que ça a changé complètement le projet, puis c'est normal. Donc, il était complètement déformé. Donc, voilà. Fait qu'il y a vraiment, il y a des points vraiment de base. Mon but est vraiment d'en faire plus et, ben, c'est ça. Malheureusement, j'ai comme pas continué. On voit le changement. En fait, ce qui est vraiment drôle, c'est que j'avais mis un espèce de layout sur les côtés pour faire joli parce que c'était sur OBS que j'utilise encore aujourd'hui. Mais j'avais juste mis le nom en haut. Puis je trouvais que ça faisait pas assez large. Fait que j'ai mis une espèce d'image qui est agrandie. Puis sur les premières images, parce que j'avais trouvé comme cette espèce de bleu turquoise-là qui ressemble beaucoup à mes couleurs. Mais c'était un point de tricot. Puis par après, ben, j'ai trouvé un point qui était de crochet. Fait que là, on voyait justement l'espèce de mauve et bleu. C'était quand même dans mes couleurs, mais qu'au moins là, c'était du crochet. Fait que je trouvais ça un peu mieux. Donc, fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment pour ça, c'est parce que je trouvais qu'il manquait de ressources en français, que je voulais apporter plus d'informations sur le crochet en français. Fait que c'est ce qui m'a poussé à faire ma chaîne YouTube, littéralement. J'ai retrouvé plein d'autres choses dessus parce que j'ai pas juste fait du crochet, j'ai participé parce que j'étais membre du collectif Accro des jeux. On faisait des échanges des accros, des échanges de Noël où est-ce qu'on s'envoyait des jeux. Ça, c'est des cadeaux que j'ai... Ces deux-là, c'est des cadeaux que moi j'ai envoyés. Puis ceux-là, c'était parce que j'ai participé à un collectif, donc une vidéo où est-ce que j'enregistrais juste une petite partie de son 64 fait. Fait que je pense qu'il y a 2 ou 3 fois que je parle dans cette vidéo-là. Donc, c'est ça. Fait que ça, c'est les échanges. Puis je sais que j'ai les miennes aussi qui sont en vidéo, qui font partie des 100 vidéos, mais que vous ne trouverez pas dans les playlists parce qu'ils sont rendus non répertoriés. Tout simplement parce que je trouvais que ça correspondait plus nécessairement à ma chaîne. J'ai des vidéos aussi de dégustation de Candy San. La compagnie n'existe plus aujourd'hui. Puis ça correspond plus vraiment à ce que je fais sur ma vidéo, sur ma chaîne YouTube. Fait que je les ai juste mis en non répertorié. Tout simplement. Donc, ce qu'on voit le plus souvent, ça va être soit par rapport au crochet, soit par rapport au jeu de rôle. C'est pas impossible que jeux vidéo ou jeux de société reviennent parce que c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Puis, costume, j'en parle pas vraiment beaucoup sur ma chaîne. J'aimerais ça en parler un peu plus. Je sais qu'il y a une vidéo que je veux faire un peu comme mon... j'ai un panel sur les amigurumi que j'ai déjà fait, que j'ai refait en vidéo, parce que je le faisais plus en convention, fait que j'en ai fait une vidéo. Et j'ai fait un panel avec Yarntastic Cosplay, que je vais taguer dans les commentaires sa page Instagram, qui d'ailleurs m'a envoyé plein de questions aussi. Où est-ce qu'on a fait un panel sur les cosplays, puis j'ai eu sa permission de pouvoir le refaire. Éventuellement, ça va se retrouver aussi sur ma chaîne YouTube. Mais c'est ça, je pense pas reprendre les anciennes vidéos que j'ai faites par rapport à mes échanges de jeux, ces affaires-là, parce que c'était pas nécessairement des reviews de jeux que je trouvais qui étaient intéressants ou qui fitaient avec ma chaîne. Donc, prochaine question. Quel est l'endroit le plus éloigné où tu as envoyé une commande? En fait, c'est drôle parce que ça fait pas si longtemps que ça que je l'ai envoyé. Ben, j'ai une commande. Si je vais, mettons, physiquement, l'endroit que je me suis déplacée le plus loin pour vendre pour des événements, moi, j'habite dans la région de Granby. Donc, je dis Granby parce que c'est pas mal la ville la plus proche puis que les gens connaissent plus à cause du zoo.
Donc, j'habite dans cette région-là. J'ai habité dans la région de Montréal aussi. Mais le plus loin que j'ai voyagé, ça a été de me rendre à Rouyn-Noranda, où j'ai été 2 fois. Oui, 2 fois pour le Geek Café, qui est un événement qui n'existe plus aujourd'hui, qui était vraiment très très chouette, et j'ai fait des ventes là. Donc, physiquement, c'est l'endroit le plus loin que j'ai été pour vendre. En termes de distance, parce que ça a quand même pris à peu près 10 heures, 10 heures et demie, incluant les arrêts, pour me rendre de où je partais. Et si je vais, mettons, par la poste, l'endroit le plus loin que ça s'est rendu, c'est en France. J'ai une commande qui est partie dernièrement, qui s'est retrouvée là-bas. Fait que j'ai plein de peluches qui sont rendues en France, des potions, puis Onyx, que je vais mettre la petite photo ici, que j'adorais vraiment beaucoup. Donc, qui vont être très choyés, j'en suis convaincue. Quel est ton projet de rêve sans limite? C'est un peu dur à dire. Je sais pas qu'est-ce qui serait vraiment mon projet de rêve vraiment impossible. J'ai des projets que j'aimerais ça faire. Il y a un projet c'est une immense licorne, je pense qu'elle fait 3-4 pieds de haut, que j'ai comme patron dans mes favoris, que je me dis un jour je vais la faire. Mais il y a plein de petits projets que j'ai envie de faire. J'ai plein de trucs que j'ai envie de faire que je sais pas. On dirait que tout ça, c'est des rêves de pouvoir tout réussir à faire. Je pense que ça serait ça. Mon plus grand rêve, c'est de réussir à faire tous les projets que je veux. Puis, sans problème de budget, sans problème de temps, sans problème physique non plus. Parce que souvent, c'est ça, il faut que je prenne des pauses parce que ça reste, c'est du mouvement répétitif. Donc, oui, je pense que ce serait ça. Mon projet de rêve sans limite, ce serait de réussir à faire tous les projets que je veux faire. Prochaine question. T'arrive-t-il encore de te tromper? Tu fais quoi dans ce cas-là? Oui, oui. S'il y a quelqu'un qui te dit qu'il se trompe jamais, c'est de la bullshit. On se trompe tous. D'ailleurs, je pense que c'est dans mes projets, je suis en train d'en faire plein en ce moment, des petits... des anneaux Mobius, ou est-ce que c'est des anneaux infinis, avec des perles dedans. Puis il y en a un, je me souviens plus c'est lequel. Il y en a un, je sais pas pourquoi, il y a 2 billes de moins. J'ai raté des augmentations quelque part, puis ça fait en sorte que je suis restée, j'ai fini le projet, puis il me restait 2 billes, puis je sais pas. Fait qu'il est vraiment plus petit, mais c'est difficile à dire parce que comme mon fil n'est pas toujours égal d'un projet à l'autre, il y en a qui paraissent plus gros, il y en a qui paraissent plus petits, fait que ça paraît pas, mais voilà. Fait que lui, il est resté dans le beurre parce que ça paraît pas qu'il y a une erreur. Si c'est quelque chose que je le vois rapidement, je vais généralement essayer de corriger l'erreur. Dans le cas d'un amigurumi, si je me rends compte 1 rang ou 2 rangs plus tard qu'il montre une augmentation ou une diminution, souvent je vais le corriger genre plus loin. Je vais ajuster en conséquence, soit rajouter une maille, soit en enlever une, puis ça paraîtra généralement pas tant dans le projet. Quand c'est un vêtement, ça dépend aussi le type d'erreur. Si je vois que ça ne fitera plus du tout, je vais le recommencer. Si je prends par exemple, parce que j'ai fait un costume d'Halloween pour ma fille de chat noir, j'avais commencé tout le haut dans une balle de laine noire, puis évidemment, ça me prenait une deuxième balle pour finir le projet. Quand j'ai commencé la deuxième balle, je me suis rendu compte que la teinte de noir était pas la même. Mais il y en avait un qui était un peu plus mat que l'autre. Il y en a un qui avait l'air comme un peu plus tiré vers le gris, très, 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 très foncé. Puis l'autre était vraiment comme un noir straight. Puis là, j'étais comme... Puis j'ai commencé, j'ai fait 2-3 rangs, puis là, j'ai fait, non, ça marchera pas. Puis comme j'étais pas nécessairement d'un bon éclairage, je pense que je n'étais pas rendu compte sur les coups. Fait que j'avais quand même eu le temps de faire quelques rangs dessus. Fait que je me suis rendu compte à la lumière, il y a de quoi qui marche pas. Je vais vraiment voir à la lumière du jour, puis je me rends compte que non, c'est vraiment pas la même teinte. Je commence à fouiller, parce que je sais que j'ai d'autres balles noires de la même sorte, pour me rendre compte que j'en ai aucune qui fit avec la première couleur de noir que j'ai utilisée, mais les autres fit avec les autres d'après. Fait que j'ai défait les quelques rangs que j'avais fait avec la deuxième balle. J'ai mis de côté qu'est-ce que j'avais déjà fait, qui était quand même le tiers du projet. Puis j'ai recommencé de zéro. Littéralement, j'ai recommencé de zéro. Puis on s'entend, c'était un costume d'Halloween pour ma fille. On était à 1 semaine et demie de l'Halloween. Fallait que je me dépêche. Il y avait comme pas d'autre solution. Fait que j'ai été vraiment... Il a fallu... En 2 jours, j'ai repris qu'est-ce que j'avais fait la semaine d'avant. Ça a été très rush comme projet. Puis du fil noir, c'est pas facile à travailler de base. Fait que, ouais, non, c'est ça. Ça va dépendre qu'est-ce que c'est. Si c'est vraiment quelque chose qui va m'achaler, qui ne fit pas, je vais recommencer de zéro. Ou je vais défaire ce qui a été fait, puis je vais réutiliser pour autre chose. Je vais recommencer à ce moment-là.
Donc, ouais, c'est ça. Ça dépend du type d'erreur. Si c'est quelque chose qui se corrige facilement, qui est bénin, qui est pas visible, ça va rester. Mais si c'est vraiment quelque chose qui va créer un problème ou qui est très visible, c'est sûr que je vais le changer, je vais recommencer à ce moment-là. Pourquoi as-tu déjà abandonné un projet en plein milieu et pourquoi? Oui, plusieurs fois. J'ai des abandons qui sont temporaires. Comme par exemple, j'ai une couverture que je suis en train de faire qui est en Granny Square, qui est grandeur pour un lit queen, que dans le fond, c'est tout des carrés. J'ai 300 carrés qui sont commencés. J'ai la couleur principale qui est faite, puis après ça, je fais un tour en noir, puis après ça, je les joins. Puis je pense que j'ai le quart qui sont faits avec le contour noir, puis les autres qui attendent encore leur contour noir. C'est dans une boîte. De temps en temps, je ressors, je les fais. Puis après ça, je retourne dans leur boîte. Au moins, j'ai mis un post-it avec indiqué dessus quelle grosseur de crochet, qu'est-ce que j'ai de besoin, puis tout ça. Fait que ça, j'ai quand même toutes les informations qui sont dans la boîte, mais c'est ça, c'est quand même quelque chose d'assez particulier pour ça. Si je vais, mettons, pour mes cosplays, j'ai des cosplays que j'ai semi-abandonnés ou carrément abandonnés parce que je me suis rendu compte que ça fonctionnait pas, le projet. Que c'était pas portable ou que c'était pas fonctionnel. Au début, pour les amigurumi, j'en ai quelques-uns que j'ai mis de côté, soit parce qu'il me manquait de fil ou que le projet a pas abouti pour x, y raison, que j'aimais vraiment pas le résultat. Fait que j'ai une boîte que c'est plein de morceaux de corps ou de presque terminés, qui sont abandonnés, puis que ça fait tellement d'années que c'est là que je reprendrai pas. Fait que je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire avec ça. J'ai une boîte en cours, que c'est des projets que ça fait pas si longtemps que ça que j'ai arrêté. Puis que soit il me manque un morceau, des choses comme ça, puis je veux le terminer, c'est juste, je suis tombée sur d'autres affaires, puis ils sont pas terminés, mais eux devraient se faire terminer plus facilement. Donc, ça dépend. Oui, ça arrive. Je m'en fais pas tant avec ça. C'est normal que des fois, il y a des choses que on avait beaucoup d'enthousiasme à faire, puis finalement, on s'est rendu compte que ça fonctionne pas. Ça m'est arrivé qu'il y a des patrons que je m'attendais à ce que ça sorte vraiment beau, puis au final, ça sortait vraiment pas bien. Puis c'est pas nécessairement la faute du patron, c'est pas nécessairement ma faute, c'est pour plein de facteurs différents. Des fois, c'est juste, il y a des choses que j'ai mal compris aussi, ou que j'ai anticipé de quoi, qui finalement, c'est pas ça le résultat. Fait qu'il y a plein de raisons qui peuvent faire en sorte que je vais abandonner un projet, mais je me sens pas coupable de ça. Je pense qu'au contraire, c'est mieux d'abandonner un projet que d'essayer de continuer un projet qui nous crée de la frustration, puis qu'au final, on n'ait plus envie de le faire. Donc, c'est la fin de la section crochet. Et nous voici pour la section cosplay. Alors, la section cosplay. Donc, ceux qui ne savent pas c'est quoi le terme cosplay, c'est un mot valise, donc deux mots qui sont mixés ensemble, de costume et playing, donc jouer avec des costumes. C'est littéralement ça. Grosso modo, c'est d'incarner autant par le visuel que par les poses qui sont prises un personnage qui peut venir soit d'un univers de dessins animés, de livres, de films, de jeux vidéo, donc de vraiment différents univers, essayer de le reprendre soit complètement identique, fidèle à son apparence, ou d'y aller avec notre vision, notre version, ou des fois on peut y aller aussi avec un personnage complètement inventé. C'est le fait de jouer avec des costumes. Donc pourquoi est-ce que j'ai commencé à faire du cosplay? J'ai longtemps aimé le côté très spectacle. Donc, les costumes, souvent qu'on voit beaucoup plus au niveau de la danse, mais tout ce qui est des beaux costumes, des choses qui sont vraiment... ou de reprendre certains personnages. Puis, quand j'étais au secondaire, j'ai une connaissance qui m'a prêté des livres pour que je lise. Et c'est là que j'ai découvert Sailor Moon. Puis là, je tripais là-dessus. J'ai lu l'histoire complètement dans le désordre parce qu'elle me les prêtait dans l'ordre qu'elle avait les livres, selon qu'elle prêtait à qui. Et je m'imaginais être Sailor Moon, je m'imaginais les poses et tout ça, particulièrement dans la douche. Il y en a qui chantent dans la douche, moi, je m'imaginais faire des scènes de transformation dans la douche. Voilà. Fait que ça, c'était vraiment quelque chose que je tripais. Puis je m'étais dit, un jour, tu sais, ça serait cool, genre, d'incarner le personnage, puis tout ça.
Puis, quand je suis arrivée au cégep, à force de connaître quelqu'un, il y en a un qui me dit, il dit, ah ben, je suis dans un groupe qu'on fait un fan film de Sailor Moon. Puis je suis comme, puis justement, ben, il manquait quelqu'un pour faire Sailor Neptune. Fait que j'ai fait comme, ah ben oui, je veux entièrement. Tu sais, j'étais comme, ben, je connais pas tant ce personnage-là précisément parce qu'elle arrive plus tard dans la série. Mais j'ai racheté tous les mangas, puis là, je les ai comme toutes relus pour mieux connaître le personnage. Je m'étais mis vraiment beaucoup dedans. Et le projet, cherchez pas le film quelque part, probablement que jamais abouti. Il y a eu un très gros roulement au niveau des personnes. Je pense que plus aucune des personnes à l'époque que moi j'étais là qui sont amies avec la personne qui organisait le projet. Mais ça m'a permis de découvrir le monde du cosplay parce qu'on était vraiment facile une trentaine à incarner différents personnages de la série. Puis c'est avec eux que j'ai été à ma première convention qui s'appelait CN Anime, qui, je pense, c'était pour Canadian National Anime, et qui aujourd'hui fait partie de Fan Expo. Fan Expo, quand ils ont décidé qu'ils faisaient une section plus animée, au début, il était plus style comic book. Quand ils ont voulu rajouter les animés, ben, ils se sont comme mergés avec eux. Donc, c'est la première fois que j'étais à une convention, c'était en 2003, si ma mémoire est bonne. Donc, puis là, on avait fait Magic Knight Ray Art, que je prononce vraiment tout croche. Donc, puis j'avais fait le personnage de, je sais pas si c'est Tarta ou Tatra, parce que c'est deux jumelles. Puis comme j'ai pas vu, encore aujourd'hui, j'ai toujours pas vu cette série-là. Donc, voilà, fait que ça a été mon entrée dans l'univers du costume. Puis j'ai comme tripé, ça a pris du temps après ça quand j'ai quitté ce groupe-là parce que j'ai déménagé puis j'étais plus au cégep, puis j'étais plus du tout dans la même région administrative non plus, fait que j'ai pas pu continuer avec ça. Moi, c'est ma raison pour laquelle moi j'étais plus dans ce groupe-là. Moi, je pense que j'ai eu un happy ending de ce groupe-là par rapport à d'autres personnes. Mais c'est ça, fait que ça rentre un peu dans ma prochaine question, mais fait que c'est vraiment là, ça a pris des années avant que je recommence à faire du cosplay. Rendu autour de 2009, j'ai commencé à travailler à l'Entre Goblin, qui était un magasin de costumes à Montréal, qui faisait de la location, de la vente de costumes, qui faisait aussi du sur-mesure, et qui avait justement une branche cosplay. Donc, j'ai comme réembarqué dans le cosplay à ce moment-là, où est-ce que j'ai fait beaucoup d'autres personnages. Par la suite, principalement, j'ai fait Princesse Zelda, la version de Ocarina of Time quand elle est adulte. J'ai fait une version de Zelda, mais comme si c'était elle qui était l'aventurière, donc elle porte un costume. C'est comme si on voyait Link, mais en rose, finalement. Donc, ça, j'ai comme continué un peu dans cette optique-là. Donc, deuxième question. Quel cosplay a été ton premier? J'ai répondu, mais c'est pas grave. Comment choisis-tu tes cosplays? Donc, c'est sûr qu'au début, j'y allais selon ce qu'on me disait qui était disponible quand c'était dans le groupe. Maintenant, ben, tout simplement, faut que ce soit un personnage que j'aime, que j'ai un attachement avec, que j'ai une raison de vouloir faire ce personnage-là, que j'ai de l'intérêt, que je sois intéressée par le personnage. Donc, c'est sûr que si c'est juste pour faire partie d'un groupe, ça va dépendre beaucoup de si le projet de groupe m'intéresse, puis si j'ai envie de faire un personnage dans ce groupe-là. Puis si on regarde, mettons, côté crochet cosplay, le premier que j'ai fait, c'est Sailor Moon que j'ai appelé Sailor Crochet, justement, quand j'ai fait la mascarade avec. Question 3. Ça prend combien de temps? C'est quoi ton budget? Ça prend beaucoup de temps faire un costume. C'est sûr que c'est très variable. Les deux cosplays que j'ai complètement finis de personnages, c'est Sailor Moon et Kiki la petite sorcière du film le même nom. Sailor Moon, pour vrai, j'ai pas un temps exact parce que je calculais pas le temps que je faisais. J'ai eu beaucoup de essais-erreurs, des parties que j'ai dû refaire et des parties que j'ai mis de côté pour recommencer de zéro. J'ai estimé avoir passé plus de 1000 heures dessus. Je l'ai commencé en avril, puis je l'ai terminé en janvier de l'année suivante, dans la chambre d'hôtel le vendredi soir, alors que le lendemain, je montais sur la mascarade. C'est vraiment limite, mais ça a l'air que c'est normal.
Kiki m'a pris plus autour de 300-400 heures à faire. Il y a pas mal moins de morceaux différents à assembler versus Sailor Moon. Par contre, il y avait quand même d'autres difficultés. J'ai fait des modifications au niveau de la perruque. J'ai eu des souliers que j'ai faits. Donc, essayer de crocheter à partir d'une base de semelle n'était pas évident non plus. Donc, ça peut prendre beaucoup de temps. Mais c'est d'avoir de l'intérêt. J'ai eu des costumes que j'ai essayé de faire. Ma veste, j'ai aucune idée combien de temps pour vrai je l'ai faite. Puis je me suis causé du trouble parce que j'avais plusieurs balles que je voulais passer pour faire. Fait que j'ai des changements de couleur. Puis là, après ça, avec les manches, fallait que je sépare un peu le fil en deux pour essayer d'en faire d'un bord puis de l'autre. Mais je me suis cassé vraiment le trouble pour pouvoir le faire. Puis c'était important que j'utilise ces couleurs-là pour ce que je voulais faire. Fait que ça, je me suis causé du trouble pour. Alors que pour d'autres costumes, ben, c'est beaucoup plus simple quand tu y vas avec juste une couleur. Tu suis les couleurs de changement de couleur d'un patron. Pour ce qui est du budget, c'est extrêmement variable. En vrai, Sailor Moon m'a coûté, je crois, 60$. Ce qui est vraiment très peu dans le monde du costume. Ça m'a coûté, c'était 10$, je pense, la balle j'ai une balle de blanc, de jaune, de bleu, puis de rouge que j'ai acheté. Il a fallu que je rachète une balle de blanc, une balle de bleu, certain. Je pense pas avoir racheté de rouge ou de jaune, mais c'est pas impossible, j'en ai racheté. Mais je pense pas. Je pense que c'est vraiment juste le blanc puis le bleu que j'ai racheté. Puis j'ai utilisé un petit peu de vert puis un petit peu de rose que j'avais à la maison avec un peu de bourrure pour la perruque puis sa broche. Mais sinon, tu sais, c'est ça. Puis j'avais 2 boutons avec un zipper que j'avais déjà à la maison. Fait que je pense que ça m'a coûté comme 60-70$ le costume. Kiki m'a coûté beaucoup plus cher parce que le fil de base a coûté plus cher. J'avais 10 balles de violet, puis il a fallu que j'en rachète. J'en ai racheté 3 autres. Puis chaque balle était pas loin de 7-8$, je pense, plus les taxes. Donc ça a monté quand même beaucoup plus cher. Plus la perruque, plus... il y a eu pas mal de... Et cela a peut-être approché un 200$ au total, le costume. Ce qui est encore pas si cher que ça par rapport à d'autres costumes. Mais c'est ça. Fait que est-ce que je me fais un budget? Pas nécessairement. Je vais plus y aller selon... Je veux avoir tel type de fil, je veux utiliser tel type de fil. Puis je vais voir combien ça va me coûter. Comment j'adapte un concept? Donc, Sailor Moon, quand j'ai voulu le faire, je me suis dit, je veux que ça ait le look des peluches que je fais. En fait, c'était ça mon objectif. C'est, je vais créer une version amigurumi d'un costume. C'est comme ça que, puis beaucoup de techniques que j'ai utilisées dessus étaient des techniques de amigurumi. C'est juste que, ben, ça a été modifié pour que je puisse le porter. Donc, je suis partie j'ai pris des images de base, puis ça, c'est quelque chose, dans tout costume, c'est pas juste pour les costumes au crochet. Je suis partie avec l'image de base, c'est l'image que je veux, qu'est-ce qu'elle a? Donc, OK, elle a son One Piece blanc, elle a son collet bleu, elle a la grosse boucle rouge. Ah, il y a une autre boucle rouge qui a l'air pareil dans le dos, fait qu'il faut que j'en fasse 2 pareils. Elle a sa jupe blanche avec l'espèce de petit beignet blanc. Elle a les gants. Puis là, j'ai fait, OK, je fais une version amigurumi. Faire des gants, ça n'a pas de sens. Fait que je vais faire des mitaines. Fait que j'ai décortiqué un peu selon qu'est-ce que le personnage a. Puis comment est-ce que je veux l'adapter selon ma version. Puis comme j'ai utilisé un fil qui était quand même assez épais, c'est sûr que c'était pour donner un effet très poupée, très peluche. Puis j'ai été vraiment à fond là-dessus. J'ai été vraiment fixe là-dessus. Fait que c'est comme ça que j'ai adapté mon costume. Puis Kiki, je suis restée un peu sur le même principe. C'est juste que je me suis permis d'utiliser des fils différents. Versus Sailor Moon, que j'ai utilisé un seul type de fil. Là, après ça, à partir de Kiki, puis même Iris que j'avais essayé de faire avant, j'y allais plus selon, OK, j'essaie de trouver le fil qui fit pour la bonne couleur, puis on va voir selon qu'est-ce que ça donne comme grosseur de fil pour le patron. Donc, j'y vais selon qu'est-ce que je veux faire du patron, puis l'idée que j'ai derrière. Est-ce que je veux essayer de faire un projet qui est fidèle, qui ressemble vraiment, ou si je veux faire une adaptation, faire un style un peu plus poupée. Ce qui est généralement vers quoi que je veux aller quand je fais mes costumes. Comment tu t'y prends pour adapter un patron ou si je pars de rien, from scratch. Donc, je fais un peu un mix des deux. Il y a certains patrons que je vais utiliser. Si je prends par exemple la robe de Kiki, j'ai utilisé une robe
de base qui était à manches courtes. Tout simplement, était juste pas assez longue, fait que j'ai juste continué à faire des augmentations, puis à un moment donné, je l'ai faite comme un peu plus droit, parce que je trouvais que c'était assez large pour la jupe, pour qu'elle soit un petit peu plus longue. Puis les manches étaient courtes, fait que j'ai comme continué, puis j'ai fait un peu évasé pour ressembler à ce que le personnage a là, qui a des manches 3/4. Fait que j'ai fait un peu de modification là-dessus, mais le reste, j'ai pas fait de modification sur le patron. Fait que c'est juste comme rallongé. Si je vais, par exemple, le costume de Sailor Moon, une espèce de col bateau qu'elle a, j'avais trouvé un patron victorien d'un manteau qui avait le même genre de col bateau. Fait que j'ai juste pris la partie col que j'ai faite, puis c'était straight comme ça. Fait que j'ai un mélange entre je prends un patron, je le modifie un peu, puis je prends le patron tel quel parce que ça marche selon qu'est-ce que je veux. Pour les perruques, souvent, je prends une base d'une tuque, tout simplement un tuque straight qui fait juste agrandir. Puis après ça, ben, je vais essayer de voir comment je veux faire le toupette, des fois, je vais la rallonger un petit peu juste en arrière, donc juste la moitié de la tuque. Je vais faire des tours aller-retour pour couvrir un peu plus ma nuque. Mais sinon, c'est ça, je vais partir généralement d'une tuque comme base de wake cap, puis après ça, ben, soit je vais crocheter les morceaux dessus, soit je vais nouer des fils après pour pouvoir faire les cheveux. Donc, il y a un peu de tout. Je fais un bon mix and match. Comment est-ce que je choisis mes cosplays? Comment est-ce que je choisis mes cosplays? C'est une bonne question. Je vais dire... Bon, en fait, j'ai déjà répondu à ça. J'ai 2 fois la même question que j'ai pas remarqué. Quelle est la réaction la plus marquante que j'ai eue en cosplay? Je vais en parler de 2 sur le même costume, qui sont 2 réactions totalement opposées. Justement, mon costume de Sailor Moon, j'étais extrêmement nerveuse quand je l'ai porté la première fois parce que c'était complètement nouveau. En 2016, ouais, c'est ça, en 2016, on est en janvier, c'est la convention G-Anime d'hiver, donc à Gatineau. J'étais déjà inscrite pour la mascarade le soir que je le portais. Et je m'habille, je mets mon maquillage, tout ça, je suis prête. Puis je dis à mon chum, je dis, ah, je vais y aller, j'étais trop nerveuse, j'avais envie, il fallait que je sorte de la chambre, puis que je marche un peu. Puis j'étais comme curieuse de voir qu'est-ce que les gens auraient comme réaction parce que c'était nouveau. C'était la première fois que quelque chose comme ça se présentait d'un costume en laine. Puis je savais pas ça serait quoi la réaction des gens. Donc, je me promène, puis là, je suis rendue dans le terrain de la convention. Puis il y a 2 personnes qui passent à côté de moi, que je croise. Puis je voyais pas très bien. Ben, j'avais mes lunettes, mais j'avais comme une espèce de masque par-dessus les lunettes que j'avais accroché. Les 2 personnes passent à côté de moi. Puis tout ce que j'entends, c'est une dire « Ouh, creepy ». Puis ça se peut que ça soit pas de moi qui parle, mais comme j'étais la seule avec eux dans le corridor, je sais pas de quoi qu'ils parlaient avant, je sais même pas s'ils parlaient avant, je suis convaincue qu'ils parlaient de mon costume, puis pour vrai, j'avais juste envie d'aller me cacher, de retourner dans ma chambre d'hôtel, puis de genre enlever le costume et faire bon, fuck it, je porte pas ce costume-là, c'est fini, c'était une très mauvaise idée, tout ça. Pas longtemps après, j'ai mes amis que j'ai recroisés, fait que, tu sais, ça allait. Puis j'ai fait un photoshoot avec un de mes amis qui prend des photos dans convention. Fait que, tu sais, on dirait que ça m'a comme changé d'idée. Puis j'ai bien fait parce qu'au final, j'ai gagné 2 prix à la mascarade, un pour la présentation puis un pour la confection. Fait que ça a été vraiment... parce que ça m'a tellement marqué, c'est comme resté, genre, ancré, cette réaction-là. Puis, l'autre réaction marquante que j'ai eue, j'ai un peu honte de le raconter, mais c'est pas malheureux, c'est juste la circonstance, c'est comme vraiment weird. C'est encore avec le costume de Sailor Moon, c'est pas longtemps après, c'est quelques mois après, je suis à Anime North, qui est à Toronto. Et on se promène. Pour vrai, mon costume a eu énormément de belles réactions. Il faisait extrêmement chaud, cet événement-là.
les gens m'arrêtaient, puis après m'avoir dit, genre, qu'ils tripaient sur mon costume, ils me demandaient s'ils pouvaient m'offrir de l'eau parce qu'il faisait chaud, puis qu'ils avaient peur que je sois en train de me déshydrater, mais j'avais de l'eau avec moi, fait que ça allait. Mais ouais, ça a été comme... C'était extrêmement chaud, je me suis rendu compte parce que, je veux pas, les mailles, il y a des trous. Je me suis rendu compte quand j'ai enlevé mes gants que j'avais bronzé selon les mailles. Je voyais les mailles sur mon bras. C'était quand même très particulier. Donc, on est rendu à l'intérieur, on vient de finir la section des vendeurs, puis on passe, puis là, il y avait une section, je pense que c'était justement des invités qui étaient là, soit de doublage ou des acteurs, quoi que ce soit, mais qui étaient en train de ramasser. Puis on se dirige vers la sortie, puis j'entends juste un « Oh, wow! » Je suis comme « Mon Dieu, qu'est-ce qui vient de se passer? » Fait que, tu sais, j'arrête. Puis mon chum, tu sais, il reste proche de moi, puis il me laisse, tu sais, comme parler. Puis là, il y a une fille qui s'avance vers moi, puis là, elle commence à me parler en anglais, parce que, bien sûr, on est en anglais, pour me rendre compte que c'est la voix officielle de Sailor Moon en anglais. Je pense que c'est Linda Ballantyne, son nom. Sauf que moi, je connais le manga très très bien. J'ai écouté un peu les émissions en français, mais pas en anglais. Fait que j'ai aucune idée c'est qui. Il a fallu qu'elle me dise qui elle était. Puis là, je me sentais comme mal. Fait que je me suis comme un peu excusée de pas savoir qui elle était. Puis elle a pris une photo avec... C'est elle qui a pris la photo avec moi. Fait que c'est vraiment comme très drôle comme circonstance. J'ai regardé, elle l'a pas posté sur ses réseaux, elle l'a peut-être gardé pour elle, mais tu sais, j'ai vraiment trouvé ça le fun, puis elle m'a beaucoup complimenté sur mon costume, puis je remercie. Mais c'est vraiment, tu t'attends pas à te faire arrêter par la voix officielle du personnage que tu incarnes, surtout quand tu la connais pas. Fait que, ouais, ça a été ces deux réactions pour le même, qui sont totalement opposées pour le même costume. Donc, voilà. Fait que ça, c'est les réactions les plus marquantes que j'ai eues en costume. Je dirais, par contre, pour Kiki, une des choses que j'ai remarqué, mais je l'ai vu aussi avec Sailor Moon, c'est le regard des enfants. Les enfants, ils trippent vraiment beaucoup à voir ça. Les enfants aiment voir des personnages. Puis Kiki, c'est arrivé, c'était au Comic-Con de Montréal, il y a 2 ans, je pense. Je sors des toilettes, puis je vois la petite fille est comme les grands yeux, puis tout ça. Puis là, je me mets comme à sa hauteur, puis je dis, tu sais, je dis, ah, tu peux approcher, y a pas trop, ben, t'es avec son papa. Puis j'étais comme, je dis, est-ce que tu veux un câlin? Fait qu'elle me dit oui. Fait que là, je fais un câlin, tu sais. Puis je dis, est-ce que tu veux qu'on prenne une photo, tu sais? Puis elle me fait oui. Fait que je dis, OK. Parce que son papa, il osait comme un peu, tu sais, il dit, ça dérange-tu? Je dis, non, non, il n'y a pas de problème, tu sais. Fait que là, je sors, j'avais mon petite peluche de Gigi. Je lui donne dans ses mains. Je dis, tiens, tu peux le tenir pour la photo, tu sais. Fait qu'on prend la photo. Fait que le père était comme, il dit « Ah, mais merci vraiment, tu viens de faire sa journée. » J'étais comme « Non, non, mais moi, ça vient de faire ma journée, là, qu'elle, elle m'arrête, puis tout. » Puis elle était vraiment trop, trop cute, la petite fille. Fait que ça aussi, c'est toujours agréable comme réaction quand t'es en costume. Est-ce que tu as une wishlist de personnages que tu rêves d'incarner? Oui, probablement beaucoup trop. Peut-être pas autant que le nombre de patrons ou de trucs que je veux crocheter, mais oui, j'ai une wishlist de personnages que je veux faire. Éventuellement, je sais que je l'ai mis sur la glace, ce personnage-là, mais Aeris de Final Fantasy VII, c'est un des personnages que j'aimerais beaucoup faire. J'aimerais beaucoup faire le costume de Fraisinette, l'original, celui des années 80. J'ai-tu d'autres? Il me semble que j'en ai un autre, là, le nom m'échappe. Ben, il y a White Mage de Final Fantasy que j'aimerais faire aussi, la version du premier Final Fantasy. Puis le pire, c'est que j'ai déjà le fil acheté pour le faire. Donc le White Mage puis le Black Mage qu'on voulait faire en duo avec mon copain. Peut-être un jour, ça va donner. Donc oui, j'ai plein de Sailor Cosmos que j'aimerais faire aussi. Il y en a tellement que je voudrais faire. Donc oui, j'ai une wishlist, mais j'y vais beaucoup par... En ce moment, c'est là que je suis rendue comme complexité aussi. Fait que je vais me lancer sur ça. Puis c'est comme ça que je... question bonus dans le cosplay. Puis là, c'est vraiment drôle parce que là, on va avoir des questions un peu étranges. C'est-tu ta grand-mère qui a tricoté ça? Pour vrai, c'est le genre de commentaire. J'aurais pu le mettre aussi dans la section crochet. Parce que oui, c'est le genre de questions que je me suis fait poser autant pour quand j'ai mes tables que quand j'ai mes costumes. Non, c'est vraiment moi qui ai tout crocheté. Ça m'est arrivé dans un salon du collectionneur
que je me suis rendu compte que j'aurais pas dû prendre de table là. Puis la madame était comme « Ah, les gens, ils faisaient donc bien des belles affaires dans le temps! » Là, j'étais comme « Ben, c'est parce que c'est tout moi qui ai fait ça, puis depuis les 2-3 dernières années, là, c'est pas des trucs d'antiquité, là, comme que les affiches Coca-Cola, comme dans le bas. » Fait que, ouais, non, c'est quelque chose que souvent on a comme préjugé que ça va être la grand-mère qui va faire ça. Puis il y a énormément d'images sur Facebook, Instagram, tous les réseaux où est-ce que ça dit « Ah, quand ta grand-mère est fan de trucs, puis là, tu vois quelqu'un dans un costume. » Puis souvent, 95% du temps, c'est les enfants de Crochetverse qui a fait des costumes pour ses propres enfants depuis 10 ans. Puis à chaque fois, ben, c'est beaucoup le Alien qui ressort, mais les autres aussi. Elle a un E.T., là, le clone de Pennywise, je pense qu'il s'appelle, dans It. Fait que elle a fait plein de costumes pour ses enfants, puis c'est ses enfants qui choisissent le sujet. Puis à chaque fois, c'est comment quand ta grand-mère te fait ton costume d'Halloween, puis je suis comme, c'est pas sa grand-mère, c'est sa mère qui a fait son costume, tu sais, c'est comme, puis elle a pas l'âge d'être grand-mère du tout. Fait que non, ça, c'est toujours l'espèce de préjugé. Puis aussi, le fait que, bon, comme il y a beaucoup de gens qui font pas tant la différence entre le tricot et le crochet, on se fait souvent dire, genre, ah, c'est beau ton crochet. Alors que c'est pas tout à fait ça, c'est pas les mêmes techniques. Fait que moi, j'ai trouvé très drôle parce que je sais c'est qui m'a posé cette question-là, puis elle aussi, elle fait des costumes en crochet. Fait qu'elle aussi, elle les a, les costumes. Bonus 2, t'as pas chaud là-dedans? Pour vrai, je me suis vraiment fait poser cette question-là avec mon costume de Sailor Moon. C'est vraiment drôle parce que je sais c'est qui m'a posé la question par la suite parce que je savais pas tant qui c'était sur le coup. Je me fais souvent demander si j'ai chaud dans mes costumes de crochet, puis la réponse est non. Je pense que vous l'avez vu, si vous regardez mes vidéos, j'ai souvent des vestes immenses. J'ai une mauvaise circulation sanguine, puis je suis quelqu'un qui est généralement très froid, surtout aux articulations, aux extrémités. Fait que non, j'ai généralement pas froid dans mon cas. Il y a une autre chose aussi, c'est que je sais que ça peut paraître un peu dégueu quand que je vais le dire. Quand je porte mes costumes, je vais généralement porter soit une camisole ou un chandail en dessous, dépendamment de comment est-ce que l'ouverture est faite, en coton. Donc, si, mettons, j'ai de la transpiration, le coton va pouvoir l'absorber, puis ça va permettre de rafraîchir le corps. C'est comme ça que ça sert à la sueur, ça sert à rafraîchir le corps. Hein? C'est de la biologie. Donc, ça aide justement à garder un peu de la fraîcheur à ce moment-là. Puis, pour vrai, j'ai certains. Mon costume Sailor Moon, c'est une jupette, là. Fait que le vent, ça passe en dessous. Fait que je le sentais sur mes jambes, même si j'avais des collants couleur chair, là, de danse, là, je sentais le vent très bien en dessous de la jupette. Donc, c'est ça. Fait que non, j'ai pas. Moi, dans mon cas, j'ai pas chaud. Je sais qu'il y en a d'autres que c'est pas leur cas, qu'eux, ils ont chaud parce qu'ils ont tendance à avoir trop chaud. Fait que c'est très variable là-dessus. Bonus 3. Peux-tu m'en faire un d'ici Otak? Je peux aussi te payer ton temps, 50$, c'est-tu correct? Non, je ne fais pas de costumes pour d'autres personnes. Je fais des costumes pour ma fille. Pour 2 raisons. Déjà, parce que, un, c'est ma fille. 2, je l'ai à portée de main pour voir si le costume fait. Même mes propres costumes, comme souvent, c'est des patrons modifiés. Je peux pas juste prendre mes mesures. Souvent, je prends les mesures pour la base. Puis là, pour voir si la longueur est bonne, faut que je le porte. Fait que je le mets, je vérifie si la longueur est bonne. Je l'enlève. Si c'est pas bon, je défais des rangs. Si c'est bon, je continue. Fait que c'est des essais-erreurs non-stop. Ce qui fait que non, je peux pas le faire sur une autre personne puis dire à chaque 2 semaines, à chaque semaine, à chaque 10 minutes, reviens passer 3-4 heures chez nous pour que je fasse de quoi, puis que j'essaie de voir si ça marche, puis que je le défasse, puis je le refasse. Les gens, ils passeront pas 10 heures à attendre que j'y fasse essayer à tout bout de champ, puis que pendant 1 heure de temps, ils attendent que j'aille assez avancé pour pouvoir réessayer la prochaine étape. Ça n'a aucun sens. Fait que non, je fais pas de costume pour d'autres. C'est arrivé qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé, parce que justement, ça l'avait impressionné, mon costume de Sailor Moon. Puis, je reproche pas aux gens qui me demandent si je suis capable de le faire, parce qu'il y en a qui se rendent pas compte de l'effort puis du travail qu'il y a derrière, parce qu'ils savent pas. Fait que ça, j'en veux pas du tout à ça. Fait qu'il m'avait demandé si je pourrais faire justement un costume de Sailor Moon pour sa blonde, pour la fête de sa blonde, qui était genre 2-3 mois plus tard. Puis c'est comme, écoute, ça m'a pris genre 8 mois faire le mien. Puis je suis même pas certaine que 2500$ serait suffisant pour couvrir le temps de travail dessus. Fait que non, tu sais, je te demanderai pas ça, tu sais.
Fait que, puis il a comme compris, fait que c'est ça, ça a bien été. Fait que j'ai fait comme non, je peux pas faire un costume pour une autre personne. Faire un élément de costume peut-être, tu sais, je fais des châles, je fais des capuches, fait que oui, peut-être, mais faire un costume en entier, non, ça jamais, surtout pas qui fit sur quelqu'un. Puis payer le temps, payer 50$, c'est correct, tu sais, c'est quoi ça? Ça paye pas le fil, tu sais. Je veux dire, c'est ça. Ceux qui te disent, ça, je vais te payer le fil, non, tu payes à rien. Tu sais, tant qu'à ça, apprends à le faire toi-même. Puis voilà, c'était les questions bonus. Je voulais finir un peu sur un amusement pour cette petite section qui était quand même très, très drôle. Donc, c'est la fin de la section cosplay. Et nous voici pour la section jeu de rôle. Alors, que recherches-tu en jeu de rôle? Du fun? C'est aussi simple. Moi, je veux avoir du fun, je veux avoir du plaisir, je veux partager un bon moment avec d'autres personnes. Autant que je suis quelqu'un d'extrêmement introverti, autant que ce moment-là me dérange pas. Ça me fait du bien d'avoir ce moment-là de jeu, puis d'amusement, puis on va déconner, puis sans se prendre trop au sérieux, mais en même temps sans non plus être à l'opposé, puis rien prendre au sérieux. Avoir un juste milieu. Fait que vraiment, ce que je veux d'un jeu de rôle, c'est de pouvoir avoir du plaisir. Puis si c'est avec d'autres personnes, d'avoir du plaisir avec ces autres personnes-là. Je pense que c'est une bonne raison de faire du jeu de rôle. Question 2. Qu'est-ce que tu aimerais ne plus voir et qu'est-ce que tu aimerais voir plus dans le jeu de rôle? C'est sûr que c'est un peu difficile pour moi de répondre à ce genre de questions-là parce que je sais qu'il y en a qui participent à plein de tables avec plein de gens, des fois avec des gens qui connaissent pas ou qui connaissent moins. Ça, c'est quelque chose que je connaissais pas du tout avant quelques années, qu'il y a des gens littéralement qui font comme, ben, je suis joueur, si je suis dans telle région, si vous pouvez avoir de la place à votre table, je suis disponible. Ou je suis DM, je me cherche des joueurs pour venir chez nous à jouer, puis c'est comme il y a du monde qui se déplace chez d'autres personnes qui connaissent pas. Ça va comme vraiment jeter à terre. Mais je pense que ça, c'est quelque chose peut-être que il y a des gens qui ont vécu plus justement du sexisme. Il y a beaucoup de filles qui ont senti du sexisme. J'ai pas joué avec des gens avec qui j'ai ressenti ça personnellement dans les dernières années. Ça m'est arrivé dans les premières années que j'ai joué. euh, où est-ce que j'avais un peu l'impression que euh, d'être prise par la main, mais je connaissais pas tant le système, je connaissais pas vraiment le système, puis j'avais pas tant l'impression que j'étais appréciée non plus dans le groupe. Fait que je pense que ça jouait beaucoup là-dedans, mais c'est ça, j'ai pas tant comment je pourrais dire? J'ai pas tant vécu de sexisme. Par contre, je sais que ça existe, puis ça ne devrait plus exister. Donc, je pense que ça serait quelque chose qui devrait ne plus avoir. Je pense que n'importe qui, peu importe son genre, peu importe sa nationalité, peu importe ses intérêts, son âge, a le droit de jouer à du jeu de rôle. Fait que voilà, je pense que ça, c'est pour la première partie. Je pense que ça, c'est bon. Qu'est-ce que j'aimerais voir le plus en jeu de rôle? Hmm. Je sais pas. Qu'est-ce qui pourrait être plus le fun dans le jeu de rôle? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir de plus? Je pense que le fait que c'est plus démocratisé, il y a de plus en plus de jeux différents. Je pense plus de festivals de jeux de rôle. Tu sais, il y a le festival Draconis, mais c'est tout. Après ça, il y a quelques festivals de jeux at large, mais de jeux de rôle, il n'y en a pas tant d'autres. Moi, je pense que ce serait fun. Plus de festivals, puis pas en ligne, en vrai. Je pense que ça serait un bon... Voilà, c'est ce que je voudrais voir plus. 3. 3, ça serait c'est quoi ma partie de jeu de rôle parfaite? Puis il y a une deuxième sous-catégorie qui est imagine tu DM ta table de joueurs de rêve. Ça peut être des gens que tu connais ou pas. Ben moi, autant que ce soit DM ou joueur, ma partie du jeu de rôle parfaite, où est-ce que tout le monde a du plaisir, puis qu'on a eu du fun. Que peu importe que que mettons, l'enquête ou le donjon se soit fait ou que tout est résolu. Ou... Non, juste le fait que tout le monde s'est retrouvé, on a eu du fun, on repart avec le sourire ou avec, genre, on a hâte, avec de l'anticipation pour la prochaine partie. Je pense que ça, c'est le signe d'une partie parfaite.
Vraiment. Moi, d'après moi, ça, c'est ça. Tout le monde a du fun, puis on a de l'anticipation pour la prochaine game. Ça, c'est la partie parfaite. Si je suis DM, puis j'ai une tablée de joueurs de rêve, sans reprendre le fait que je veux que tout le monde ait du plaisir, je pense, écoute, vraiment, juste parce que c'est dans des YouTubers que je suis en anglais, puis je pense que ça serait vraiment cool de les avoir comme joueurs. C'est complètement utopique parce que mon anglais est pas assez bon pour ça. Mais j'irais chercher Ginny D, probablement parce qu'on aurait jasé genre 1000 ans de costumes avant la partie. Il y a Bob, The World Builder, que j'adore ses vidéos, qui a l'air vraiment le fun, super intéressant, que je pense que ce serait vraiment cool de l'avoir comme joueur. Comment qui... One Short Dungeon? J'essaie de me souvenir de son nom, puis là, parce que je cherche, je le trouve pas. Puis je suis sûre que je le trouverai pas. Là, je regarde. D&D Short. D&D Short. Que lui aussi, j'adore sa personnalité. Je tripe vraiment sur ses vidéos. Ils sont vraiment cool. Il y a des bonnes idées. Je pense que ça serait vraiment une partie WTF. Puis ça serait vraiment cool. Je pense que lui aussi, ça serait quelqu'un qui serait bon. Puis là, si j'y vais encore comme plus utopique, j'irais chercher Felicia Day puis Will Wheaton. Là, je pense que j'ai comme genre une tablée vraiment incroyable, mais je serais incapable de la runner parce que je suis pourrie en anglais. Ben, je suis pas pourrie en anglais, mais j'aurais probablement pas le niveau d'anglais pour avoir toutes ces personnes-là à ma table de joueurs. Mais pour vrai, je pense que moi, c'est si les gens ont du fun, puis qui ont du plaisir, puis qui anticipent à la prochaine partie, je pense que pour vrai, ça, c'est la partie de rêve. Je pense que tu peux pas demander mieux comme partie à ce moment-là. 4. À quel point doit-on développer son personnage? Est-ce qu'on improvise son passé au fur et à mesure ou si je ressens le besoin de créer un background de 12 pages? J'ai tendance des fois à m'emporter. Ceux qui suivent mes vidéos le savent. À quel point... Ben, ça dépend. OK, ça dépend beaucoup du style de jeu. Il y a des jeux qu'on n'a pas besoin de développer puis que ça se développe au fur et à mesure. Versus qu'il y a d'autres jeux que t'as une petite base puis c'est correct d'avoir une petite base. Je pense que tu peux avoir 2-3 points de départ puis te dire, ben, mon personnage, il faisait ça avant de devenir aventurier et voilà. T'sais. Il est devenu aventurier parce que telle chose. Avoir la raison de pourquoi est-ce qu'il est devenu aventurier, puis c'est quoi son but en devenant aventurier. Je pense que ça, c'est la base de ta création de personnage. Je suis pas très bonne pour improviser au fur et à mesure. Il y a des choses que je vais improviser, que je vais peut-être sortir sur le fly parce que je trouve que ça fit, puis que j'y avais pas pensé avant. Mais souvent, c'est avec des détails mineurs, puis ça n'aura pas nécessairement un impact immense sur son passé, sur sa vie actuelle. J'irai pas, par contre, jusqu'à créer un background de 12 pages. Ça m'est arrivé d'envoyer des backgrounds quand même assez complets. Je pense, par exemple, à Tales from the Loops, que j'avais créé vraiment, je pense que j'avais 2 ou 3 pages World que j'avais envoyé, genre, d'où qu'elle venait, puis on s'entend que je faisais un enfant de 12 ans. Hein? Quand t'as 12 ans, puis t'as déjà beaucoup de descriptions, puis, veux pas, je fais beaucoup de jeux de rôle par forum aussi. Fait que j'ai comme développé une façon de créer des personnages qui sont peut-être plus élaborés que ce que d'autres joueurs font. Parce que justement, il y avait des prérequis du genre, OK, c'est comment les parents se sont rencontrés, qu'est-ce qu'ils faisaient, le style de milieu de vie qu'il y avait, est-ce que son enfance, ses études, par exemple, ou son travail et tout ça jusqu'à arriver à tel truc. Puis il y avait comme des trucs comme un peu à cocher, si on pourrait dire, comme description, que je réutilise encore un peu des fois comme idée, mais pas nécessairement pour des personnages de jeux de rôle sur table. Fait que 12 pages, c'est peut-être un peu intense. On va essayer 2-3, ça va être correct. Est-ce que tu prends des notes pendant la session de jeu
ou bien tu te fais à ma mémoire. Je me fie pas à ma mémoire, mais genre zéro. Zéro pin bar. Faut pas que je me fie à ma mémoire. En ce moment, pour Disney World, je me fie beaucoup sur Searchim. Searchim est excellent pour faire un résumé des parties. Mais d'habitude, je prends des notes. Quand c'était souvent par Discord, je me faisais un PDF avec des fiches. Surtout que j'ai pas une bonne mémoire des noms. Fait que je vais souvent avoir un fichier avec le nom des personnages, le nom du joueur que ça lie le personnage avec, puis deux, trois affaires du genre c'est quoi son race, c'est quoi sa classe, c'est quoi qui fait grosso modo, et c'est quoi les liens que j'ai avec. Si je prends par exemple Nymphéa, deuxième du nom, ça, c'est des calepins de l'aventure. En fait, le deuxième n'est pas complet. Le deuxième, il y a peut-être une dizaine de pages dedans qui est utilisé. 5-6 pages. Mais, je vais vous donner un. Mais celui-là est complètement complet de notes, d'aventure à la mine avec des feuilles de plus. Puis c'est ça, au début, j'ai genre la description du village qu'on part, les religions dominantes, les races qu'il y avait, qu'est-ce qu'il y a autour du village, c'est qui s'occupe du village, qu'est-ce qu'il y a autour encore, une capitale proche, le temps de trajet entre deux villes, puis des personnages. Puis là, si je tourne, j'ai les créatures rencontrées. Ah, on a rencontré des gobelins, des hobgoblins, des bugbears, des ogres, des formoriens, des gnolls, des trolls, des orques, puis des araignées géantes. Probablement qu'on a rencontré d'autres, puis à un moment donné, j'avais oublié que j'avais cette page-là. Les divinités. Ah, puis après ça, on a la première journée, parce qu'en plus, j'ai les journées marquées en haut, que je dis combien, c'est rendu la combienième journée. Donc, voilà. Puis, c'est pas un truc de... On va prendre une page au hasard, puis on va lire un extrait de qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là. J'ai-tu des coches qui me disent quel jour à quel jour? OK. OK, ici, la troisième journée était en une seule session. Parce que, aussi, ben, c'est des journées in-game qui sont marquées, mais aussi entre sessions. Donc, si je prends... 3... OK, c'était une petite journée. Détection de la magie sur les items trouvés. Identification. Nettoyage de la dernière pièce de 10. Wait. Retour au village, une demi-journée. D'après moi, ça a pris bien du temps à identifier les choses, puis c'est tout ce qui est marqué. OK, on va y aller avec la journée d'après, la partie d'après. Retrouver ma brosse dans les affaires du Kendu. Ah oui, il nous volait du stock. Vendre du bœuf non magique et chef. Mot de pouvoir, Rumpelstiltskin, pour ouvrir la tour. Ça, c'est quand on a trouvé la tour. Elle a une cour intérieure, puis un escalier qui permet d'aller à la rotonde. 3 étages. Ah oui, j'ai trouvé la description de la tour magique. On avait une tour que c'est normalement une grosseur d'une pièce de jeu d'échecs. Puis, c'est ça, avec un mot de pouvoir, ça devenait une vraie tour qu'on pouvait rentrer dedans. Donc, elle a 3 étages au rez-de-chaussée. Cuisine avec feu et crémaillère, latrine et salle à manger. Au premier étage, il y a la bibliothèque qui était vide. Donc, il y avait les étagères. Il nous restait à rentrer les livres dedans. Des fauteuils et la méridienne. Au deuxième étage, il y a 4 chambres. Ensuite, on a fait des achats dans la journée. On envoie du bœuf avec un messager à Waterdeep. Je sais pas pourquoi. Achat de trucs maison et chevaux. Et chevaux et leurs équipements. Départ vers midi pour la caverne pour la vider. Identification de potions pendant que les autres ramassent le stock. C'était moi le mage. 5e journée. Voyage tranquille. Au moment du souper, un beau cheval, War Horse, entre parenthèses, arrive et penche la tête en signe de soumission devant le paladin. Là, notre paladin, il voulait pas être le leader du groupe, il a été leader malgré lui. Dans la nuit du 5e à 6e jour, premier tour. Le ranger reçoit une roche avec un message. Deuxième tour. Veut dire nord-ouest à Elrond. Ok, c'est pas clair. Je suis pas sûre si c'est veut ou vent. 6e au matin. 5 souris se réchauffent au feu. Je les nourris et les apporte dans ma bourse. Il n'y a pas de bouffe pour les animaux et il semble que le créateur fait passer le message qu'on est bon et qu'on peut aider les animaux.
Vers 10h le matin, rencontre de 10 sangliers sauvages. Voilà. Et ça donne une idée de qu'est-ce que je pouvais noter comme message avec comme souvenir sur. Ça, c'était avec Nymphéa. Ça fait quand même très très longtemps. Miriani aussi, elle avait son journal que j'écrivais. Donc non, je me fie pas à ma mémoire. Généralement, je prends des notes. Ou je me fie aux notes que quelqu'un d'autre va prendre. 6. Aimes-tu mieux les one-shots ou les campagnes? Je préfère les campagnes. One-shot, ça peut être bon si c'est pour essayer un système que je suis pas certaine si je vais aimer. Mais de base, je vais quand même préférer faire des campagnes. Surtout pour un système que je connais déjà, je vais préférer faire une campagne. Parce que j'aime m'investir dans un personnage. Bonjour, tu voulais te présenter dans la caméra. J'aime m'investir dans mon personnage, j'aime découvrir à long terme qu'est-ce qui peut se passer, puis je trouve qu'en une one-shot, c'est bon pour comprendre la mécanique du jeu, mais pas assez nécessairement pour se plonger dans le personnage puis dans l'univers. Fait que ça, c'est ce que je trouve qui est plus dommage. Je peux me tromper, il y en a peut-être des one-shots qui sont plus immersifs, mais c'est ça, je pense que je préfère généralement des campagnes. 7. À part les jeux de rôle avec les morts vivants, quel jeu de rôle détestes-tu? Ben, c'est sûr que moi, tous les trucs, il y a des zombies, on élimine ça. J'aime pas tant les jeux d'horreur non plus. Les trucs de survie, c'est pas c'est pas mon style. On dirait que j'ai comme pas l'instinct de survie, fait que ça marche pas tant. Je suis sans dire que je vais détester, je vais pas triper sur des choses genre euh, post-apocalypse, parce que ça rentre un peu dans le truc de survie. Les trucs de. Oui, Théodore. Les trucs de l'espace, je suis pas fan, mais pas au point de dire que je vais détester ça. Ça me dérangera pas d'en jouer, par exemple. Mais ça sera pas mon premier choix. Mais c'est pas au point de détester. PNJ que tu aimes le moins ou que tu as détesté. Ben quand je joue comme maître de jeu à Praetoria Prima, ça arrive des fois qu'il y a des personnages que je dois vraiment jouer que je les aime pas. En fait, c'est que j'aime pas le style de personnalité qu'ils ont, mais sont importants pour l'histoire. Fait qu'il faut que je les fasse. Ça, j'ai pas le choix. Puis je pense que je les joue quand même bien, même si je les déteste. Dans ceux que j'ai rencontrés, il y en a pas qui m'ont assez marqué pour dire que j'ai détesté les rencontrer. Ou sinon, tu sais, il y en a peut-être que j'ai moins aimé rencontrer, mais pas au point de dire que je les ai détestés puis que je veux plus jamais les recroiser ou quoi que ce soit. Quel est ton système de jeu préféré? Je pense pas avoir de système de jeu préféré parce que j'y comprends pas les systèmes. Euh, mais j'ai pas de préférence parce que je me dis, il y a des systèmes que j'ai moins aimés. Ça, je dois dire. Pathfinder, j'ai moins trippé dessus. Par exemple. Puis, voyons. Fate of the Norms, non plus, j'ai pas tant trippé dessus. Lui, c'est plus l'univers. Mais il y a beaucoup de la mécanique puis le système, j'ai pas tant aimé non plus. Je trouvais ça intéressant, mais j'ai pas aimé jouer à ce jeu-là. Euh, mais de là à dire est-ce que j'ai un préféré, ça me dérange pas de jouer à D&D, ça me dérange pas de jouer à un PBTA, par exemple. Je sais que j'ai joué à des systèmes des 10, à des systèmes des 100. Ça m'a pas dérangé tant que ça non plus. Fait que je pense que c'est vraiment plus le combo. Faut que l'univers puis le système marchent puis qui m'intéresse, puis que la table autour avec qui je joue aussi pour que ça fonctionne bien. Mais c'est un peu revenir avec la question de RPG Week de qu'est-ce qui marche bien ensemble, le parfait match. Parce que ça m'est arrivé de jouer avec des gens avec qui j'adorais jouer, puis le système, ben non, ça n'a pas marché. Fate of the Norm, c'est un exemple. J'ai joué avec des gens avec qui je jouais déjà. Ça allait très très bien dans d'autres parties. Puis ça, là, j'ai pas été capable d'embarquer dans le game. J'ai pas été capable d'avoir du fun à ce jeu-là. Fait que, tu sais, ça a fait comme, ben, voilà, j'aime pas ce système-là. Ça arrive. Puis c'est pas plus grave que ça, parce que ça en prend pour tous les goûts. Et c'est la fin de section jeu de rôle. On va tomber dans la section. C'est mignon. La section d'hiver. Ou autre, ou appelez ça comme vous voulez. On va appeler ça la section d'hiver. Hein? Bon, mignon. Tu t'emportes beaucoup, hein?
Pourquoi Nymphéa? Explique tout! Pourquoi Nymphéa? En fait, Nymphéa est un nom que j'utilise régulièrement dans plusieurs jeux, plusieurs comptes. Même d'ailleurs, mon Ravelry, le nom du compte, c'est Nymphéa. Avant qu'il y ait les changements sur Discord, c'était aussi ça, Nymphéa, qui était mon nom d'utilisateur Discord. Donc, d'où ça vient? Qu'est-ce que ça mange l'hiver? Ça vient de l'époque que je faisais du grandeur nature avec... je faisais un personnage elfe, qui surprendra personne parce que je fais souvent des elfes. Et j'avais créé un premier nom qui était Florianes Destou. Qui est comme Floriane, puis j'avais comme augmenté pour un truc de fleurs, en tout cas. J'avais comme carrément inventé, c'était n'importe quoi. Tout le monde m'appelait Flo de toute façon sur le terrain. Puis, à un moment donné, j'ai comme commencé à chercher un peu plus parce que mon personnage, techniquement, était un haut elfe, mais elle avait plus le look d'un elfe des bois, parce que c'était qu'est-ce que j'avais disponible comme habillement. Et voilà, fait qu'à un moment donné, je fais des recherches, puis j'ai trouvé une espèce de dictionnaire résumé elfique pour les noms. Donc, comment Arwen était créé, puis tout ça. Donc, j'ai noté un paquet de mots que je trouvais intéressants. Il y avait comme il y avait des couleurs, il y avait des étoiles, des trucs d'astronomique, des affaires de nature, de fleurs, puis tout ça. En tout cas, il y avait comme plein d'affaires. Puis j'ai fait un mix and match. Puis en fait, Nymphéa, c'est deux mots que j'ai collés qui se trouvent à veut dire blanc. Donc Nym veut dire blanc, puis Féa veut dire soit un esprit ou une fée. Donc un peu genre feu follet ou ces choses-là. Donc ça veut dire dans le fond un esprit blanc. Fait que je trouvais que ça fitait très bien pour mon personnage web qui était prêtresse aussi. Fait que son nom a fini par changer. Son nom de prêtresse devenait Nymphéa. Fait que ça a fait en sorte que j'ai beaucoup aimé ce nom-là, puis j'ai fait comme hey, ce nom-là n'est jamais utilisé comme utilisateur sur bien des affaires. Donc j'ai réutilisé ça à chaque fois que je jouais un elfe dans une partie. C'est souvent le nom que j'utilisais, même si ça n'avait plus aucun rapport avec le fait de faire de la magie puis d'être prêtresse. Juste parce que c'était commode, ça se prononce bien, puis que c'est pas un long nom. Puis, même mon personnage dans Final Fantasy XIV, c'est un peu ça qui est ironique parce que elle s'appelle Nymphéa White Spirits. Fait que c'est carrément le même nom qui est utilisé, mais en langage Tolkien puis en anglais. Et là, j'ai la dernière question qui nous vient de Cactus Fée. Qui m'a fait très très rire, puis une chance que j'étais pas en train de boire quand que je l'ai lu la première fois. Ben, je me suis étouffée avec ma propre salive. Après combien d'heures de vidéos sur le sujet est-on youtubeur jeu de rôle? Parce que j'ai déjà fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet. Pourquoi que je me considère pas comme vidéaste youtubeuse de jeu de rôle? Pour la simple et bonne raison que c'est pas le but de ma chaîne. Je me considère beaucoup plus comme une youtubeuse de crochet, artisane, même si je parle beaucoup de jeux de rôle sur ma chaîne. Mais je fais principalement des vidéos réponses. Mais c'est vraiment en ajout avec le crochet. En fait, techniquement, pour que YouTube soit heureux, il faudrait que j'aie fait une chaîne secondaire où est-ce que je parle de jeux de rôle, puis que je mélange pas tout sur le même channel pour les vues et tout ça. Mais tu sais, c'est un peu, je reprends, en fait, je vais y retourner un peu la question. Quand j'ai été interviewée sur sa chaîne, j'ai pas été interviewée pour les voix du jeu de rôle, qui sont justement des femmes du milieu du jeu de rôle, mais pour la section Atelier de Cactus Fée qui parle justement des artisans. Puis je pense que je suis beaucoup plus connue en tant qu'artisane, crocheteuse, cosplayer, que en tant de... Je suis une joueuse de jeu de rôle. Ou est-ce que, ben, moi, je joue avec mes amis, puis c'est à peu près tout. Là. Je suis pas en ligne ou quoi que ce soit en train de mettre l'avant le jeu de rôle. Au contraire, je fais juste plus... Je réponds à ce que d'autres disent parce que je fais comme une conversation avec ça. Donc, c'est vraiment... pour moi, c'est ça. C'est pas... Il n'y a pas un nombre limite de vidéos. Je pense pas qu'il y a comme, à partir de tant de trucs que ça. Je pense que c'est vraiment plus par une reconnaissance par les pairs que tu deviens ou parce que tu t'affirmes comme
ben, je fais que des vidéos de ça, fait que je suis youtubeuse de ça. Moi, je suis beaucoup plus une youtubeuse de crochet. Je suis youtubeuse, oui, ça, y a pas de problème. Je mets pas en avant le jeu de rôle, j'en parle parce que ça fait partie de ma business, en fait. À la limite, parler de jeu de rôle est beaucoup plus un outil marketing que vraiment mettre en avant le jeu de rôle. Je mettrai pas en avant des jeux, je mets pas en avant des systèmes ou des parties. Je vais en avant des suggestions par rapport un peu à... Les gens ont parlé de ça, ben j'ai envie de parler de ça aussi. Fait qu'à la limite, c'est plus du talking, je sais pas, de la discussion sur le sujet que vraiment du jeu de rôle. Puis tu sais, les gens peuvent être d'accord puis pas être d'accord, c'est pas grave, ça me dérange pas non plus là-dessus. Et en fait, j'ai une amie qui m'a posé une dernière question aussi que je viens de voir que j'ai oublié de noter, qui me demandait comment est-ce que je fais pour être aussi à l'aise devant mes vidéos. Parce que elle aussi est extrêmement introvertie, puis elle, no way, une caméra, pas question de ça. Mon secret, c'est que je suis tout seul, en fait, littéralement. Je suis seul avec la caméra. La caméra peut pas s'ostiner avec moi. Elle me parle pas, elle me juge pas, elle fait strictement rien, elle fait juste enregistrer. Avec la chance, elle bug pas, mais elle fait juste enregistrer qu'est-ce que je fais devant elle. Puis les gens qui regardent mes vidéos, moi je suis toujours surprise quand il y a des gens qui commentent les vidéos, qui font des likes, je suis comme mon Dieu, il y a des gens qui ont écouté ma vidéo. Mais je suis tout seul. En vrai, filmer, s'il y a quelqu'un qui est physiquement avec moi, je suis pas capable. Puis je pense que ça paraît un peu quand je fais mes vidéos, est-ce que je marche dans la rue puis que je croise des gens. Sûr, j'habite dans un village, je croise pas tant de gens, mais je croise plus de gens que je croise de voitures. Ça paraît, je pense, un peu dans mon ton de voix, où est-ce qu'on dirait que je parle plus lentement, j'étire, pour que les gens ils se rendent pas compte que je suis en train de filmer ou de parler ou quoi que ce soit, même si c'est zéro problématique, puis que ça paraît probablement que je suis en train de filmer, parce que je parle tout seul à mon téléphone en tenant mon téléphone de même. Mais ouais, c'est vraiment en fait, puis c'était un peu la même chose quand que je faisais Twitch, que je faisais mes sessions live. S'il y a quelqu'un qui est physiquement avec moi, on dirait que j'ai de la misère à enregistrer versus, versus le fait de... Il y a des gens qui regardent, il y a des gens qui commentent. Quand c'était des lives, pour moi, c'était pas plus compliqué de penser que c'était des bots que n'importe quoi. Je me sens pas regarder avec une caméra versus si je fais quelque chose sur un stage. Par exemple, je vais être beaucoup plus nerveuse de faire ça que de faire de quoi devant une caméra. Ça me dérange pas. Fait que je pense que c'est la façon que je dissocie les choses. Je trouve ça vraiment moins intimidant une caméra tout seul que de parler devant des gens parce que je vois pas de réaction, je vois pas de visage, j'entends pas non plus les gens parler. Tu sais, c'est un coup que c'est fini, que c'est posté qu'il faut avoir des commentaires. C'est sûr que quand c'est un live, il y a un chat à ce moment-là, ça c'est différent. Mais c'est ça, j'ai pas l'impression que c'est problématique d'avoir la caméra versus d'avoir un public. Mais c'est ça, c'est peut-être juste la façon que je dissocie les choses aussi que pour moi ça me dérange pas. Peut-être pour d'autres personnes ça va être l'inverse. La caméra va extrêmement l'intimider parce qu'ils n'ont pas le feedback des gens alors que s'ils sont devant des gens, ben là ils vont avoir le feedback, ils vont avoir le sentiment d'être écoutés puis d'avoir l'impression que ça donne vers quelque chose. Fait que je sais pas si ça répond à ta question, ma chère, mais voilà. Fait que je pense que j'ai répondu. J'ai répondu à tout le monde! J'ai répondu à tout le monde. Merci à tout le monde d'avoir envoyé vos questions. Puis si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Puis si vous voulez vous abonner à ma chaîne, ça va me faire plaisir. On parle de plein de choses qui, j'espère, vous intéressent. Merci à tous d'avoir assisté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je ne sais pas si vous l'avez écouté en plusieurs parties ou toutes d'un trait. Mais je vous envoie des gros bisous, des ondes positives. Prenez soin de vous. À la prochaine et merci pour ces 100 vidéos-là. Et qui sait, on va peut-être se rendre à 200 vidéos. On se revoit là pour la prochaine FAQ. Bye bye!